La commission constitutionnelle a remis le projet de la nouvelle constitution au président du Faso. Selon cette commission, la nouvelle constitution prend en compte les aspirations actuelles des Burkinabés. Si elle est adoptée, le Burkina Faso passera à une 5e république. Les États généraux de la jeunesse s'ouvrent demain 15 novembre dans la capitale burkinabé. À quoi répond cette initiative du gouvernement et quelles sont les principales articulations de ce rendez-vous de la jeunesse burkinabé? Élément de réponse avec notre invité, le ministre en charge de la jeunesse, dans une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, 14 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Au Burkina Faso, l'ampleur de cette maladie chronique est d'environ 5%. Mais qu'en est-il de la prise en charge et des mesures de prévention? Des réponses dans un dossier à suivre dans ce journal. Et puis, à l'étranger, la situation politique semble prendre une nouvelle tournure avec le chef de l'armée qui menace le parti de Robert Mugabe au Zimbabwe. Ce parti procède à des purges contre certains leaders politiques. La Grande Muette prévient qu'elle n'hésitera pas à intervenir pour protéger les acquis de la révolution zimbabwéenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, cette brève en sport pour commencer. Les étalons terminent sur une note positive. Les éliminatoires de la Coupe du Monde ce soir, le Burkina a étrillé le Cap-Vert sur le score de 4-0 au stade du 4 août et termine à la 2e place du groupe. Par ailleurs, le Sénégal est qualifié pour la Coupe du Monde Russie 2018. Dans l'actualité ce soir, le président du Faso détient désormais le projet de constitution devant conduire le Burkina Faso à une 5e république. Il a reçu des mains du président de la commission constitutionnelle qui a conduit une délégation au palais de Kosiam ce matin. Dans le fond, et selon les rédacteurs, le projet de la nouvelle constitution prend en compte les aspirations actuelles du peuple burkinabé. Moussa Ouedraogo et Bouma Ernesta Nibi. Une délégation de la commission constitutionnelle reçue à Kosiam par le président du Faso. Elle est venue lui remettre les résultats des travaux de la commission. Le rapport du projet de constitution devant permettre au Burkina de passer à une 5e république. Un projet de constitution dans lequel les pouvoirs des institutions ont été renforcés selon le président de la commission, Maître Alidou Ouedraogo. Les libertés ont été renforcées. Les devoirs aussi ont été renforcés, les droits sociaux ont été affirmés, l'accès à l'eau potable, l'éducation, la santé, l'autosuffisance alimentaire. Les institutions seront encore renforcées au niveau de l'exécutif. Nous avons opté pour un mandat, un régime semi-présidentiel, un mandat de 5 ans au niveau de la présidence, renouvelable une fois. Nous avons également, au niveau du Parlement, consacré un système, pas consacré, non. Nous avons, le Parlement sera renforcé également, sera libre dans ses initiatives, dans son mode de gestion, sera contrôlé. Examinera un certain nombre de situations. Au niveau de la justice, nous avons veillé effectivement à approfondir l'indépendance de l'autorité judiciaire. Nous avons également, introduit une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, en plus de son rôle de contrôle de la Constitution, on a élargi ses prérogatives au niveau du contrôle des libertés. Selon la commission, la rédaction du présent projet de constitution a pris en compte les préoccupations des Burkinabés d'ici et de l'étranger. Il sera soumis par la suite à l'Assemblée nationale pour adoption. À la primature, le chef du gouvernement a reçu ce mardi une délégation de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation. Les échanges ont porté sur la mise en place d'un comité qui va examiner les plateformes revendicatives des syndicats de l'éducation. Le chef du gouvernement a également reçu en audience une association de producteurs de Mungbin conduite par le Lalé Nava Tigré. On fait le point de ces audiences avec Mathias Drabo et Yolande Lompo. Un comité sera mis en place dès demain en vue d'examiner les préoccupations des personnels de l'éducation et de la recherche. C'est ce à quoi sont parvenus les 15 syndicats de l'éducation nationale et Paul Kabatieba ce 14 novembre 2017 pour éviter la grève imminente
de 96 heures décrétées par la Coordination nationale des syndicats de l'éducation à compter du 27 novembre 2017. Ce comité va réfléchir sur les questions qui assaillent le monde éducatif, notamment la plateforme revendicative de la coordination. La plateforme est constituée de 4 points, à savoir l'adoption d'un statut valorisant les personnes de l'éducation et de la recherche, l'amélioration de l'accès à l'éducation, l'amélioration des conditions de travail pour une éducation de qualité et en dernier ressort, la réévaluation de la fonction enseignante. En fonction de l'évolution des négociations, si aucune proposition concrète n'est faite, la coordination entend camper sur sa position. Avec l'Association nationale Burkina-Bara, les échanges ont porté sur le Mongbin, une légumineuse connue surtout en Inde, aux États-Unis et en Afrique du Sud. C'est une légumineuse très vertueuse, qui est très nutritive et qui est aussi thérapeutique parce qu'il contient beaucoup d'antioxydants. Et quand on le consomme, on est immunisé contre beaucoup de maladies et elle est très abondante en termes de productivité. Dès janvier 2018, nous allons mettre des fours à pain dans les 9000 villages du Burkina pour lutter contre le chômage. Et ce pain est très spécial. Il a eu le prix africain de pain, 3e de rang. Et le Premier ministre, en tout cas, nous a encouragé d'aller à la rencontre de toutes les institutions vraiment républicaines qui peuvent, en tout cas, faire la promotion de cette légumineuse parce qu'elle est très facile en culture. Après 45 jours seulement, on commence les récoltes jusqu'à 145 jours. À travers la production du pain, ce sont près de 18 000 emplois qui seront créés. Dans l'actualité également, la Suède accorde au Burkina Faso une subvention de 6,3 milliards de francs CFA à travers 2 accords de financement. Ces financements serviront à la mise en œuvre d'un projet dans le secteur agricole et d'un autre projet au profit de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. La signature des 2 accords de financement est intervenue ce 14 novembre. Adama Giti, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. À travers ces 2 signatures d'accord, le gouvernement du Royaume de Suède met à la disposition du gouvernement burkinabé une somme d'environ 6,3 milliards de francs CFA. 6 milliards de francs CFA sous forme de subventions et répartis comme suit. 5,3 milliards de francs CFA pour le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Ce montant est destiné à la mise en œuvre du projet de valorisation agricole des petits barrages pour une durée de 3 ans allant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2020. Le second montant d'environ 1 milliard de francs CFA sera injecté pour le renforcement organisationnel de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption. On a avec les petits barrages, on a une ressource pour cultivation pendant la saison sèche, si on utilise bien les ressources en eau qu'on a. Et ça peut être très important. En même temps, nous avons la chance de faire un appui à ASCE-LC, le contrôleur de l'État. Il s'agit de beaucoup de l'argent qui sont investis pour diminuer la pauvreté. Donc il faut les gérer dans une manière parfaite. Pour l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, cette convention intervient comme une bouffée d'oxygène. Il y a tout un chantier de restructuration organisationnelle qui devrait être mené pour faire en sorte que la SELC se professionnalise davantage en ayant 5 départements. Un département audit et contrôle, un département enquête et investigation, un département stratégie de lutte contre la corruption, un département gestion des déclarations d'intérêt et de patrimoine dans lesquels vous êtes concernés et un département suivi des recommandations et des affaires en justice. À travers ces 2 subventions, elle confirme son engagement à davantage accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social.
Et il y a bien de défis à relever dans la gestion des programmes et projets entrant justement dans le cadre du Plan national de développement économique et social. Ces défis avaient été décelés en juillet dernier lors de la revue annuelle sur le PNDES entre le Burkina Faso et ses partenaires au développement. Ce 14 novembre, certains de ses partenaires et les représentants des différents ministères se sont retrouvés à Ouagadougou pour échanger autour des difficultés qui entravent la mise en œuvre des programmes et projets du PNDES. Urbain Benito Somé et Mounira Keri. Au 31 octobre 2017, 45 projets sont financés au Burkina par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le Fonds international de développement agricole. Le portefeuille actif de ces trois partenaires techniques et financiers se chiffre à plus de 1 295 milliards de francs CFA, soit un tiers du financement extérieur total au Burkina. À cette revue conjointe, il est question d'examiner les goulots d'étranglement qui bloquent l'absorption accrue des ressources de ces partenaires au développement. Dans le processus budgétaire aujourd'hui au Burkina Faso, il y a beaucoup de responsabilisation des ministères sectoriels. Donc il y a lieu d'accompagner ces ministères sectoriels qui doivent, à leur niveau, exécuter les budgets. Donc il y a un apprentissage qui se fait, qui a besoin d'accompagnement, et donc c'est sur ça que nous nous sommes engagés. Cette revue conjointe est placée sous le thème « Quelle synergie d'action entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers pour une mise en œuvre effective et efficiente des projets de développement ?» Pour le ministre en charge des Finances, c'est un thème révélateur de la volonté du gouvernement. Ce sont des partenaires qui considèrent qu'en travaillant ensemble, en travaillant de façon coordonnée, ils peuvent accompagner le gouvernement. C'est quand même 1300 milliards de décaissement, et ce qui est d'ailleurs une amélioration par rapport à la revue de mars 2016, où on était autour de 894 milliards. Deuxièmement, c'est plus de 32% du portefeuille des ressources décaissées. La passation des marchés publics, l'application de la réglementation des projets et programmes et la mise en vigueur des accords de financement sont entre autres points à l'ordre du jour de cette revue. Les trois partenaires au développement souhaitent une feuille de route pour le suivi des recommandations qui seront retenues. Depuis plus de 30 ans, l'Union monétaire et économique ouest-africaine œuvre pour l'harmonisation du régime fiscal et des textes relatifs au marché commun. Mais le chemin reste encore long quant à l'application des différents textes. Les solutions seront identifiées à la deuxième réunion du sous-comité des politiques fiscales, douanières et commerciales du comité interparlementaire de l'UEMOA. Et c'est une réunion qui se tient dans la capitale burkinabé. Yacouba Gamene et Olopora. C'est une rencontre des parlementaires de l'espace UEMOA consacrée à la capitalisation des acquis de l'institution. Et pour cette deuxième rencontre de l'année 2017, ces élus ont décidé de prendre connaissance des politiques fiscales, douanières et commerciales. On a parlé quand même de la fiscalisation, ce que l'UEMOA a fait à travers la fiscalisation. Et nous avons compris en tant que députés, nous avons compris qu'il y a une certaine harmonisation au niveau du plan comptable SISCOA. Et il y a une certaine harmonisation sur le plan douanier où les tarifs, il y a le TEC déjà qui est en vigueur et qui permet l'éclosion des opérateurs économiques de l'espace UEMOA. Cependant, la lecture de ces mesures laisse présager une réduction ou un ralentissement du taux d'accroissement des recettes. Toute chose qui affecte les investissements quand on sait aussi que le ratio de la masse salariale pour les recettes fiscales pour la plupart des pays membres dépasse largement les 35% recommandés par l'UEMOA. À cela s'ajoutent les questions de la libre circulation des personnes et des biens. Il y a plus d'importations de l'extérieur qu'à l'intérieur de l'UEMOA. Donc il faut que quand même les États puissent se prendre en charge. La libre circulation des biens et des personnes, parfois on a vu que ce n'est pas la réalité. Si vous traversez les frontières, à un certain niveau, on a vu que les populations ont souvent fait l'objet de, si je peux le dire directement comme ça, objet de rançon. Tu ne passe pas facilement, même si vous n'avez pas de carte d'identité, vous glissez quelque chose, et on voit que ce n'est pas vraiment la réalité.
Ce sont donc toutes ces problématiques qui feront ici objet de discussion afin de trouver des pistes de solutions pour permettre à chaque État membre de se conformer aux dispositions prises par l'UEMOA qui s'est engagé sur le chantier de l'édification d'un espace économique harmonisé et intégré. Voilà un espace économique harmonisé et intégré qui pourrait contribuer à faire prospérer les affaires des opérateurs économiques burkinabés installés en Côte d'Ivoire. Leur nombre est estimé à 2500 selon la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Le chef du gouvernement burkinabé incite les hommes d'affaires burkinabés basés en Côte d'Ivoire à venir investir dans leur pays d'origine. Comment cet appel est-il perçu par ces hommes d'affaires? Élément de réponse avec Amadou Lougui. Patron d'une entreprise évoluant dans le secteur des mines, l'électricité ou l'immobilier, Moumouni Pograwa, le jeune opérateur économique, porte déjà des projets ambitieux pour le Faso. Nous sommes en train d'installer une usine d'une valeur d'environ 10 milliards à Bobo-Guilasso, donc qui est une usine dont notre groupe détient la technologie en Afrique, donc une usine qui fabrique tout ce qui est matériaux de construction. L'immobilier est justement un secteur d'activité en vogue chez les opérateurs économiques de la diaspora de Côte d'Ivoire. Cette dame en a fait son combat, 15 ans qu'elle évolue dans le bâtiment et les travaux publics. La main tendue du gouvernement lui donne des idées d'investir au Burkina Faso. On nous invite, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement aussi. Parce qu'on est habitué à travailler d'une certaine manière sous d'autres cieux. On ne dit pas qu'on va faire du copier-coller là-bas, mais il faudrait quand même que... Voilà, qu'on puisse retrouver un minimum de sécurité, de fiabilité et de confiance. Même vœu exprimé et presque le même sentiment partagé par bon nombre d'opérateurs économiques de la diaspora en Côte d'Ivoire, comme Bernard Bonané, un ancien militaire aujourd'hui reconverti dans le domaine de la sécurité électronique, ou encore Patricia Yaouzundi, chef d'une entreprise intervenant dans la finance numérique. Je ne veux pas mettre en doute ce qu'il a dit. Moi, je veux juste le prendre au mot. Donc, on va y aller. Nous invitons, on va y aller. Et à l'épreuve du terrain, je vais dire, on pourra tirer les leçons. Dire si ça a été un discours politique ou non. Quand j'ai écouté le Premier ministre hier, je l'ai trouvé de bonne foi. Parce que dans son exposé, il a été clair. Et sa façon de débattre, sa façon de s'adresser à ses compatriotes, on sent qu'il a vraiment envie de faire quelque chose. Et il a envie de changer les choses. 30 ans déjà qu'il vit en Côte d'Ivoire, Bernard Bonané rêve aujourd'hui grand pour son pays, le Burkina Faso. Avec son partenaire béninois, le richissime homme d'affaires Razaki Babatunde, le projet que portent ces deux entrepreneurs devrait révolutionner le monde agricole et tout partira de Bagrépol. Dans un État, on peut produire jusqu'à 250, 300 tonnes de tomates l'année, de façon continue. Donc j'ai cette expertise-là. Et vraiment, c'est pourquoi je dis que Bagrépol est une richesse dormante à réveiller et je suis preneur. Le message du chef du gouvernement Paul Kabatieba est aussi une forme de reconnaissance aux opérateurs économiques qui sont déjà dans la dynamique d'investissement au pays. Abdoul Ouedraogo, assez connu dans l'immobilier, a certes débuté ses activités en Côte d'Ivoire, mais une bonne partie de son investissement d'aujourd'hui est réalisée au Burkina Faso. Je peux dire que l'expérience me vient de la Côte d'Ivoire, parce que moi je suis venu ici en 2011, commencer à faire des logements avec des partenaires, c'est ça qui nous a amené à repartir dans notre pays. Et quand on est reparti au pays, c'était pour appuyer aussi le gouvernement burkinabé à vraiment œuvrer ce mécanisme qu'ils ont mis en place pour faciliter la tâche des logements décents pour les Burkinabés qui n'ont pas de gros moyens. En allant vers ses compatriotes vivant à l'étranger, l'État burkinabé est persuadé qu'il ne peut relever à lui seul tous les défis liés au développement. Il sait donc compter sur ses fils et filles de l'intérieur comme de l'extérieur. Seulement en Côte d'Ivoire, le nombre de Burkinabés est estimé à plus de 3,5 millions de personnes, dont 2500 opérateurs économiques. Retour à Ouagadougou et direction l'Assemblée nationale. Ce 14 novembre, les députés ont adopté une loi portant modalité d'intervention des juridictions étatiques d'arbitrage. Avec cette loi, les hommes d'affaires burkinabés ont désormais un cadre juridique pour le règlement pacifique et accélérer des éventuels contentieux. Le résumé de la plénière avec Konsun Koulibaly et Maxime Zongo.
Dans l'optique d'offrir aux acteurs économiques un cadre fiable de gestion de leurs contentieux, les États africains ont créé un centre d'arbitrage basé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et c'est pour rendre plus opérationnel ce mode de règlement de litige au Faso que le gouvernement du Burkina a initié ce projet de loi. La loi qui vient d'être adoptée permet justement au niveau du Burkina de désigner de façon précise quelle juridiction est compétente en matière d'arbitrage, que ce soit pour apposer l'exéquatur, que ce soit pour reconnaître des sentences, que ce soit pour connaître même des recours en annulation. Et définir les procédures de sorte que dorénavant, au Burkina Faso, nous avons un cadre juridique précis qui nous permet non seulement de pouvoir avoir des décisions en matière d'arbitrage, mais de pouvoir les exécuter. Cette loi très importante pour le monde des affaires va donc permettre de régler, en dehors des juges, des litiges contractuels avec célérité. Cela va permettre de booster davantage les affaires, parce que chaque fois qu'il y a des affaires qui sont posées, il y a des contrats qui sont conclus entre les parties. Au cours de leur exécution, il y a des difficultés. Ça permet donc aux gens, aux uns et aux autres de se référer à ce centre d'arbitrage-là sans aller devant les tribunaux. Mais lorsque ces décisions sont prises, il faut bien sûr permettre donc leur exécution. C'est à l'unanimité des 108 votants de la représentation nationale que cette loi portant modalité d'intervention des juridictions étatiques en matière d'arbitrage a été adoptée. On reste à l'Assemblée nationale pour évoquer cette signature d'un document appelé CPCP ou cadre permanent de concertation et de prospective. C'est un document dont le but est de redynamiser la mise en œuvre de la politique de décentralisation au Burkina Faso. Avec les CPCP, les élus nationaux et locaux sont attendus sur le terrain du plaidoyer afin que la décentralisation contribue davantage au développement du Burkina Faso. Plus de précisions avec Roger Kam et Omar Sombri. Cette signature de convention acte la création du CPCP, le cadre permanent de concertation et de prospective. Regroupant élus nationaux et locaux, ce cadre bipartite a pour objectif d'appuyer la mise en œuvre des politiques gouvernementales en faveur de la décentralisation au Burkina Faso. En concertation avec les fêtières, notamment l'AMBF et l'ARBF, et nous nous sommes concertés et nous avons mis en place une feuille de route et qui va nous permettre de propulser un peu les questions de décentralisation au Burkina Faso, notamment dans le cadre des transferts de compétences et de ressources et qui constituent vraiment le nœud de la guerre. Parce que vous savez, tant que les communes ne disposent pas de moyens suffisants, tant en ressources humaines qu'en ressources financières, pour mettre en œuvre leur plan de développement, le développement du Burkina Faso ne pourra pas être déclenché. La législation burkinabèse est dotée de plusieurs textes de loi pour une décentralisation intégrale, mais seulement leur mise en œuvre semble souffrir d'un retard. Avec la signature de cette convention, nous avons maintenant un œil qui va suivre l'action du gouvernement et faire en sorte que les textes de loi puissent être appliqués sur le terrain. Donc nous pouvons que nous réjouir de cela. Le président de l'association des municipalités du Burkina a aussi laissé entendre que d'autres initiatives sont en cours dans divers domaines, dont l'assainissement et la santé. Dans l'actualité également, le ministre d'État, ministre de la Sécurité, a séjourné hier et aujourd'hui à Djibo dans le Soum. La province est réputée pour être la cible de plusieurs attaques terroristes. Simon Compaoré est donc allé remonter le moral des forces de défense et de sécurité, mais aussi celui des populations locales et des agents de l'État affectés dans cette partie du Burkina Faso. Et pour la première étape de cette tournée, le ministre de la Sécurité s'est rendu à Baraboulé et à Diguel. On fait le point avec Amadou Ilboudo et Yarkiteda. Ce bâtiment porte toujours les stigmates de la barbarie des terroristes de la nuit du 27 au 28 février 2017. Une barbarie à laquelle le gouvernement burkinabé donne réponse par la construction de 2 blocs de bâtiments et une clôture pour ce commissariat de district de police. Nous sommes à Baraboulé, à une trentaine de kilomètres de Djibo. On a décidé immédiatement, bien que ce n'était pas prévu, on a décidé de construire de nouveaux bâtiments et de mettre la clôture pour que les policiers qui sont là puissent être à l'aise. Et nous avons envoyé 6 motos et un véhicule neuf. Une réponse du berger à la bergère, comme quoi l'État s'engage à jouer pleinement son rôle, garantir la sécurité de tous les Burkinabés en tout temps et en tout lieu.
C'est d'ailleurs cette assurance que le chef de la sécurité burkinabé et son homologue de l'éducation nationale apportent de nouveau au Sahel et particulièrement dans cette classe de CM2 de l'école A de Baraboulé. Elle fait partie des 30 écoles de la commune qui, fort heureusement, ne connaissent pas de fermeture selon les responsables de l'éducation de la province. Nous avons tenu notre première rencontre avec le directeur le 24 octobre. Moi, j'ai pris service le 5 octobre. Effectivement, tous les directeurs étaient présents, avec également aussi une participation des deux mairies, la commune de Baraboulé et celle de Tigel. Nous couvrons le communes. Saluons donc tous les efforts consentis pour encore dire merci aux acteurs de l'éducation. En tout cas, nous allons faire notre mieux, effectivement, dans l'éducation. Soit insuffisante dans à Djiguel, localité située à 7 km de la frontière avec le Mali, la situation est tout autre. Outre le centre de santé et de promotion sociale qui est en activité, les écoles ont fermé et même la mairie de la localité. La mairie est fermée depuis le jour de l'enlèvement du comptable. C'était le 7 septembre. Depuis un peu de temps, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais bon, on a espoir que ça va reprendre rapidement. Face donc à cette situation, Simon Compaoré de la sécurité et son homologue de l'éducation nationale, Jean-Martin Koulibaly, ont rassuré de nouvelles dispositions sont développées pour la reprise des activités administratives à travers 2 rencontres animées à bâton rompu à Baraboulé et à Djiguel. Et les jeunes de la province du Soum seront certainement représentés aux États généraux de la jeunesse qui débutent demain dans la capitale burkinabé. Nous en parlons avec le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, M. Ismaïla Ouedraogo. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, madame. Alors, mon introduction m'amène donc à vous poser la question sur la participation à ces États généraux de la jeunesse. Quel est le profil des jeunes qui sont invités? Oui, les États généraux de la jeunesse concernent à la fois les jeunes et les non-jeunes. L'ensemble des acteurs qui œuvrent pour la promotion de la jeunesse. Donc, les jeunes concernés sont les jeunes âgés d'au moins 16 ans jusqu'à 35 ans pour la participation au nom des jeunes. Mais comme je le disais tantôt, les États généraux visent plus vaste que la jeunesse. Donc, l'ensemble de la population burkinabé, l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour la jeunesse afin de capter toutes les sensibilités pour faire en sorte que les résultats de nos travaux répondent à ce que la jeunesse dans son intégralité vit au Burkina comme difficulté. Alors, est-ce que ces États généraux-là concernent aussi bien la jeunesse en milieu urbain qu'en milieu rural? Oui, ces États généraux concernent à la fois les jeunesses en milieu urbain, en milieu rural, les jeunes scolarisés, les jeunes non scolarisés. Alors, jusque-là, au Burkina Faso, on avait connu le Forum national des jeunes. Maintenant, on parle des États généraux de la jeunesse. Est-ce juste un changement de dénomination ou bien il y a de la nouveauté? Non, je pense que ce n'est pas simplement un changement de dénomination parce que le contexte diffère. Vous savez, pendant longtemps, on a eu les forums, donc de la jeunesse, qui consistaient à ce que des jeunes se retirent, soit à Ouaga ou dans d'autres provinces du pays, pour mener des réflexions et après avoir des échanges directs avec le chef de l'État. Bon, malgré toutes ces rencontres, les problèmes restent toujours posés. Le contexte n'est pas pareil parce que vous savez, je ne vais pas revenir très trop en arrière, notre pays quand même a connu un certain nombre j'allais dire, de perturbations positives. Et ces perturbations positives que je calcule, je qualifie de positives, ont été principalement menées par la jeunesse qui ont voulu beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de clarté dans la gouvernance politique, économique et sociale. Donc il a été décidé par le chef de l'État de faire un point de tout ce qui s'est passé et essayer de poser les actes pour éviter que ce qui s'est passé dans notre pays ne se répète pas. Et c'est pour cela que nous organisons ces États généraux qui diffèrent fondamentalement des forums parce que tout simplement, lors de ces États généraux, les jeunes et les non-jeunes vont se mettre en conclave pendant 4 jours, vont dresser une liste des problèmes, des préoccupations majeures, on ne prétend pas résoudre tout, des jeunes, et soumettre ces préoccupations avec eux-mêmes les pistes de solutions donc au chef de l'État qui en avisera et nous mettrons en place un comité de suivi qui va être un vrai comité de suivi pour les mises en œuvre parce qu'on en a assez des recommandations qui dorment dans les tiroirs. Une autre innovation, c'est que dans l'esprit même des États généraux, et ça je profite
suite féliciter l'ensemble des jeunes qui ont fait les déplacements, parce que par ailleurs, il y a des jeunes qui ont désisté, mais je pense que ces jeunes prendront le train dans l'avenir, parce que tout simplement, nous avons dit que lors de ces états généraux, ne seront couverts que toutes les dépenses légitimes. C'est-à-dire que les jeunes vont être pris en charge pour leur déplacement, de ceux qui viennent des provinces, ils vont être nourris, ils vont être logés. Et ce n'est que les repas qui ne sont pas couverts lors des travaux qui vont faire objet d'une petite subsistance. Il n'y a pas de per diem, donc il n'y a pas d'argent à distribuer parce qu'on n'en a pas. Et nous ne pensons pas également que ça soit une bonne pratique de continuer à vouloir distribuer de l'argent aux jeunes dans un contexte où on n'en a pas. Il faut plutôt créer les conditions pour que ces jeunes puissent être dans les meilleures conditions pour travailler, pour réfléchir afin que nous puissions avancer. Et malgré tout, combien vont coûter ces états généraux? Ces états généraux, les estimations que nous avons à la date d'aujourd'hui tournent autour de 150 millions de francs CFA. Disons que chaque année, donc en tout cas pour cette année, il était prévu, nous avions une ligne de 100 millions pour organiser le forum. Nous nous sommes posé la question. Fallait-il continuer la démarche qui avait été engagée par mon prédécesseur, M. Jean-Claude Bouda, qui a fait déjà les consultations régionales dans le cadre de la préparation des états généraux, où il faut aller faire un forum classique qui se faisait et qui n'aura pas certainement, en tout cas, les éléments nécessaires pour pouvoir répondre aux vraies questions de la jeunesse. Nous avons opté de poursuivre avec les états généraux et c'est dans cette dynamique. Et je vous assure que c'est un budget que mes collaborateurs appellent du budget d'austérité et j'en conviens avec eux qu'effectivement, il y a certaines largesses qui ne pourront pas être prises avec ce budget-là. Alors, et pour terminer, quels sont les grands moments de ces états généraux de la jeunesse? Comment vont s'articuler les différentes activités? Alors, en dehors de la cérémonie d'ouverture qui sera sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et la cérémonie donc, de clôture qui sera faite par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, ces états généraux peuvent se résumer en 3 caucus. 3 caucus de débat. Les jeunes seront divisés en 3 groupes avec des thématiques. C'est le corps même des états généraux. Et pendant les 4 jours, ils vont y réfléchir. 3 caucus, 5 panels, chaque panel comportant 3 sous-thèmes. Au total, nous aurons 15 sous-thèmes qui seront développés par des experts que nous avons conviés parce que nous pensons que c'est également, en dehors des débats que les jeunes vont avoir, appuyé par des experts, c'est également un moment propice pour aborder certaines problématiques assez importantes pour notre jeunesse, telles que la jeunesse et les conduites addictives, la jeunesse et la paix, l'entrepreneuriat, et ainsi de suite. Merci beaucoup, Dr Ismaïla Ouedraogo. Je rappelle que le ministre en charge de la jeunesse était là pour parler des états généraux de la jeunesse qui débutent à demain à Ouagadougou et ce jusqu'au 18 novembre prochain. Merci, madame. Mais permettez-moi de saisir l'occasion quand même si on sait que cette victoire ne va pas nous qualifier pour la suite, de féliciter les étalons à mon nom propre et au nom du gouvernement du Burkina Faso parce que j'ai l'honneur d'être sur votre plateau. Merci, félicitations aux étalons. Merci, monsieur le ministre. Suite à ce journal, aujourd'hui, 14 novembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Au Burkina Faso, cette maladie chronique touche près de 5% de la population, selon les chiffres du ministère de la Santé. Quelles sont les causes du diabète? Comment se fait la prise en charge? Et quels sont les moyens de prévention de cette maladie? Des réponses à ces questions dans ce téléma signé Gérard Somé et Maïmouna Atraouri. Amidou Konaté n'a plus de mots pour parler de sa situation. Il est tout simplement désespéré. Voilà maintenant 8 ans qu'il souffre du diabète, mais aussi de l'hypertension. Une maladie qui l'a rendu invalide, handicapé à vie. Chaque fois quand il vient, il a les glycémies à 18, à 20. Je fais les prescriptions, il part, puisqu'il vit de l'aide des uns et des autres pour pouvoir avoir les médicaments. Ce cas est loin d'être isolé. Balgissa Diabaté, elle, traîne sa maladie depuis 10 ans et doit composer au quotidien avec de multiples contraintes. Ce n'est pas une maladie de pauvre. On nous conseille de manger un peu de riz et un peu de thon. On nous interdit beaucoup de plats. On fait comment? Alors qu'on ne peut pas boire de l'eau pour dormir et les médicaments sont très chers. Chaque semaine, je dépense 15 000 francs pour les produits. Le diabète est une maladie chronique, incurable pour la plupart du temps. Il est dû à plusieurs facteurs. Il y a des facteurs de risque non modifiables. Quand on est d'un parent diabétique, on est soi-même
On a soit même 30% de risque de faire un diabète à l'âge adulte. Et quand certaines populations comme les populations d'origine africaine, les populations d'origine amérindienne sont beaucoup plus enclins à faire le diabète que certains types de populations. Et quand on augmente en âge, après 40, 50 ans, on a beaucoup plus de risques de faire un diabète. À côté, il y a des facteurs de risque modifiables, qui est notamment le surpoids, la surconsommation des sucres, des graisses et aussi la sédentarité. Selon les spécialistes, la prise en charge est fonction du type de diabète. L'insuline est préconisée pour tout ce qui est le diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est le diabète de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jeune. L'organisme qui est supposé sécréter de l'insuline par le pancréas pour réguler le taux de sucre se trouve dans l'incapacité de produire cette insuline. Dans le cas du diabète de type 2, qui est le diabète de la maturité des adultes, il y a deux mécanismes. Et le pancréas ne sécrète pas suffisamment et le peu qui est sécrété a du mal à agir compte tenu de l'obésité. Donc il y a des médicaments pour aider le pancréas à sécréter davantage et d'autres médicaments qui permettent à l'insuline d'agir. C'est un problème de santé publique qui touche 4,9% de la population burkinabé. Au premier semestre de l'année 2017, 3095 cas ont été enregistrés. Pour les acteurs de la lutte contre le diabète, il prend de plus en plus de l'ampleur et il faut alors mettre l'accent sur la prévention. Le message de prévention, c'est bouger. Manger équilibré, mais bouger. Environ 30 minutes d'activité physique, 3 fois dans la semaine, suffisent pour prévenir du diabète de type 2. Il y a aussi le dépistage. Ils invitent par ailleurs les décideurs à œuvrer pour la gratuité du dépistage et à la disponibilité du médicament partout et à un prix social. Direction à présent Kaya dans le centre-nord, ville choisie par le nouveau médiateur du Faso pour lancer les activités de son institution. Et la toute première activité, c'est une session de formation et de recyclage des délégués régionaux du médiateur du Faso. L'objectif est de renforcer les compétences des cadres de cette institution dirigée par Sarah Sérémé. La formation a débuté hier et le reportage est signé Urbain Benito Somé et Kadi Sanogo. L'une des attributions du médiateur du Faso est de recevoir et instruire les réclamations provenant des personnes physiques et morales et relatives au fonctionnement des administrations de l'État et des collectivités territoriales. C'est donc en vue de l'amélioration des performances et de l'efficience du travail du médiateur du Faso que cet atelier de formation et de recyclage des 13 délégués régionaux et leurs secrétaires a été initié. L'objectif visé est de renforcer les compétences des cadres de cette institution. Nous pensons que les collaborateurs qui sont notre interface, qui devront quand même être en face des populations, doivent être en mesure d'avoir un renforcement de capacité qui pourra vraiment les aider à faire face à cette nouvelle donne. Le médiateur du Faso aujourd'hui a commencé ses activités avec Kaya, la région du centre-nord, et nous comptons travailler à davantage sillonner le Burkina Faso pour vraiment faire connaître davantage cet instrument et amener les populations à s'y approprier. Nous attendions cette formation qui va nous permettre d'être opérationnels sur le terrain et de faire le bonheur des réclamants. Les 13 délégués régionaux du médiateur du Faso et leurs secrétaires vont au cours de cette formation réfléchir autour du thème « Méthodologie et techniques d'organisation des services et de gestion des statistiques ». Un thème qui va leur permettre de résorber les insuffisances dans l'accomplissement efficace de leur mission sur le terrain. De Kaya, nous mettons le cap sur Bobo-Dioulasso où des travaux ont démarré pour la réalisation d'infrastructures routières. Le ministre Éric Bougouma est allé constater l'effectivité du démarrage des chantiers. Il a également procédé au lancement des travaux de réhabilitation des voies du centre-ville de Bobo-Dioulasso. Le coût de ces travaux s'élève à plus de 2,6 milliards de francs CFA. 600 millions de francs CFA. Mané Kayen, Saturne Paré et Rachid Sawadougou. 1 200
Spécialistes de bitume, mais des circonstances. Elles le sont, ces autorités politiques, au premier rang desquelles le chef du département en charge des infrastructures, Éric Bouma. C'est une visite de terrain pour toucher du doigt l'effectivité des travaux de certaines infrastructures routières dans la ville de Sia. Nous avions annoncé la réhabilitation de tout le centre-ville de Bobo-Dioulasso. Le président du Faso, Roch Kaboré, nous a instruit pour un démarrage rapide de ces travaux. Et donc c'est ce qui justifie que nous soyons venus ici, sur l'avenue Clausel, donner en quelque sorte le coup d'envoi des opérations. Ces travaux vont se poursuivre sur l'ensemble des rues qui ont été identifiées par le Conseil des ministres. Outre la voirie, Éric Bouma est aussi sur le chantier de bitumage de la voie de l'INSA, longue de 4,3 km. Nous avons constaté que malgré quelques contraintes liées au réseau de l'ONEA, les travaux ont effectivement démarré. L'emprise a été totalement libérée, ce qui est une très bonne chose. Et deuxièmement, l'entreprise est avancée donc dans la mise en œuvre de sa base vie. Et on peut dire que cette route de l'ONEA connaît effectivement un début d'exécution. La réalisation de ces voies est une concrétisation de la politique du gouvernement d'offrir aux populations burkinabées des infrastructures de qualité, une des conditions du développement social. 5 mois donc pour le centre-ville de Bobo-Dioulasso de présenter un nouveau visage et 8 mois pour la voie de l'INSA d'en avoir autant. À Ouagadougou, une séance de travail s'est tenue hier entre les communicateurs du gouvernement. Il s'agit des agents du service d'information du gouvernement, des directeurs de communication et de la presse ministérielle et des autorités en charge du ministère de la Communication. La séance de travail a essentiellement porté sur les mécanismes pour renforcer le service d'information du gouvernement. Plus de précisions avec Kadi Sanogo. Faire le point du fonctionnement du service d'information du gouvernement, c'est l'objectif de cette rencontre qui réunit les responsables du ministère de la Communication et tous les directeurs de communication de la presse ministérielle. Une réflexion pour mieux ancrer le SIG dans le paysage institutionnel, mais également lui donner les moyens de sa politique. Nous avons eu d'énormes critiques en 2016, d'ailleurs ce qui a suscité un questionnement pour savoir où étaient les faiblesses de cette communication, comment nous faisons pour la corriger. Et c'est par rapport à ça justement que Son Excellence le président du Faso a demandé que nous puissions commanditer l'audit qui puisse permettre de situer les responsabilités et les éléments à corriger dans cette communication-là. Et donc aujourd'hui, nous sommes à ce stade de rencontrer les DCPM qui sont, en plus du SIG, les principaux acteurs de cette communication gouvernementale-là, pour faire le point de cet audit-là et voir comment nous préparons donc le travail afin que les recommandations qui ont été faites puissent être mises en œuvre. De nos jours, la nécessité de l'existence de cette structure ne se pose plus. Reste maintenant à la rendre plus performante. Et pour ce faire, un audit a été commandité par le gouvernement. À l'étranger, au Zimbabwe, le chef de l'armée menace le parti de Robert Mugabe suite aux purges que subissent certains acteurs politiques. Constantino Chiwenga prévient que l'armée n'hésitera pas à intervenir pour protéger la révolution zimbabwéenne. Le chef de l'armée s'exprime à un moment où les tensions sont déjà pesantes au sein du parti au pouvoir du Zimbabwe. Le général Constantino Chiwenga, chef des forces de défense du Zimbabwe, veut la fin immédiate des purges contre les vétérans de la guerre d'indépendance ralliés au vice-président Emmerson Mnangagwa, récemment limogé. Dans une brève déclaration faite au quartier général de l'armée, M. Chiwenga a dénoncé lundi l'éviction du vice-président du pays, Emmerson Mnangagwa. Nous devons rappeler à ceux qui sont derrière les manigances perfides actuelles que s'il s'agit de protéger notre révolution, nous n'hésiterons pas à intervenir, a-t-il menacé. Cette intervention du chef d'État de l'armée zimbabwéenne alourdit davantage l'ambiance de fin de règne à Harare. Les clivages sont désormais nets entre les divers camps au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF, d'un côté les indéfectibles du chef de l'État Robert Mugabe et de l'autre les partisans du vice-président Emmerson Mnangagwa.
Retour au Burkina Faso pour la revue de presse de cette édition qui a posté la fameuse vidéo du ministre d'État Simon Compaoré sur la toile. La réponse se trouve dans les journaux de ce 14 novembre. Les journaux évoquent également les états généraux de la jeunesse qui s'ouvrent demain à Ouagadougou. Voici la revue de presse signée Vincent Tchendrebego. États généraux de la jeunesse, offrir un cadre de dialogue national inclusif et participatif. C'est ce qu'affirme le secrétaire général du ministère en charge de la jeunesse dans une interview accordée à Sidouaya. Brice Yogo qui dit s'attendre à ce que ces états généraux redessinent les missions et que l'ensemble des projets et programmes puissent prendre en considération les différentes problématiques liées à la jeunesse. 150 millions de francs, c'est le budget alloué à l'organisation de l'événement. Un budget à considérer comme un investissement pour accroître les performances dans le traitement des questions de jeunes, se défend le secrétaire général. Vidéo à polémique sur le ministre d'État Simon Compaoré, c'est mon fils qui l'a tourné, avoue le député Ladji Koulibaly, ici présenté dans l'Observateur Palga. Et il ajoute dans le journal Le Pays, c'est mon fils qui a filmé cette scène et croyant bien faire, l'a envoyé sur la toile pour rassurer certaines personnes et en dissuader d'autres. Et l'élu national de regretter les réactions provoquées par ce poste. Une marche pour exiger la libération de Diendéré nous présente la une de Aujourd'hui au Faso. Selon les informations du journal, des fils et filles d'une localité de Yakou entendent organiser une marche le 16 novembre pour demander la libération du général Gilbert Diendéré. À la manœuvre, des chefs coutumiers et des militants du CDP. Une forme de pression sur la justice, écrit le journal. Voilà, je vous rappelle que les étalons terminent sur une note positive à les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce soir, le Burkina a étrié le Cap-Vert sur le score de 4-0 au stade du 4 août et termine à la 2e place du groupe A. On va donc se quitter sur les temps forts de cette rencontre tout en disant félicitations aux 11 nationales et excellente soirée sur la RTB. Voilà, Vosino qui évolue donc du côté du championnat chypriote. Voilà, Roger Mila face à Higuita. Ça c'est ça revient, tu sais qu'on vieillit un peu, la mémoire s'en va, mais enfin ça revient. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter peut-être de le mettre directement au fond, qui est là, but, deuxième but. Je le disais tantôt sur, en tout cas ce coup franc, il pourrait y avoir quelque chose et finalement, c'est préjudice Nakoulma. Il trompe la vigilance. Patrick Malo, il va centrer. But, troisième but. Préjudice Nakoulma qui enlève son maillot. Alors on revoit l'action, il est bien parti. Et la tête piquée. Piqué sur ce centre de Patrick Malo, il faut le signaler. Ah oui, bien Patrick joué, Malo qui est passeur sur ce but de Préjudice Nakoulma, le joueur du FC Nantes en première division française. Et là, il faut dire que Nakoulma est un renard de surface sur cette action. Voici peut-être le 4e but burkinabé. 4e but burkinabé. Incroyable mais vrai. Banu Diawara qui marque le sauveur. Alors que les Cap-Verdiens réclament une position avancée. Non, il n'y a pas au départ du ballon.